Nous reprenons donc nos travaux. Nous avons le plaisir d'accueillir maintenant l'Institut national de santé publique du Québec, qu'on appelle affectueusement l'INSPQ. Vous êtes habitué aux commissions parlementaires. Je vous invite à vous présenter au début de votre exposé. Vous avez 10 minutes pour faire votre présentation. Et ensuite, nous aurons les échanges avec les membres de la commission. Bienvenue à la C3S. La parole est à vous. Merci, M. le Président, Mme la ministre, les membres de la commission. Je suis Alain Poirier, vice-président à l'Institut, l'INSPQ, comme vous l'appelez. Je suis accompagné de 3 experts. François Gagnon, qui est conseiller scientifique à l'Institut, Dr Morin, qui est médecin spécialiste en santé publique, aussi, et santé publique et médecine préventive, et Mme Maude Chapados, qui est aussi conseillère scientifique à l'Institut. Les 3 ont travaillé sérieusement sur le dossier de l'encadrement du cannabis à des fins non médicales et sont les principaux auteurs du mémoire que nous avons déposé, dans lequel il y a plusieurs recommandations que nous n'aurons pas le temps de tout revoir, mais on pourra répondre aux questions. Vous savez que l'Institut est un centre d'expertise de référence en matière de santé publique qui a pour rôle de partager des connaissances sur différents enjeux de santé publique. Ça explique effectivement qu'on est déjà venu à plusieurs reprises ici pour éclairer le processus de décision, entre autres choses. C'est écrit formellement dans sa loi. Alors, conformément à notre mission, nous allons aujourd'hui attirer votre attention sur quelques préoccupations. On commencera par les bons coups, bien sûr, de cette loi, mais il y a quelques préoccupations qu'on voudra évoquer. Alors, merci beaucoup de nous avoir invités. Vous avez compris, comme beaucoup d'organismes et institutions, qu'on est très heureux. On accueille très favorablement le projet de loi. Et on salue, bien sûr, la priorité. Le contraire serait étonnant qu'il l'accorde aux objectifs de santé publique. On va couvrir 3 grands aspects qui se retrouvent sous une forme ou une autre dans notre mémoire. La logique sans but lucratif, que plusieurs ont rappelé, mais qui est très importante, mais quelques glissements potentiels, je dis bien potentiels à cette logique, et on terminera avec quelques bonifications avant de répondre aux questions. Alors, la prémisse sur laquelle on veut insister, qui devrait, selon nous, continuer à guider le gouvernement, c'est l'importance d'éviter le plus possible la logique commerciale. La littérature scientifique sur les politiques publiques en matière de tabac et d'alcool, de même que les expériences d'autres juridictions qui ont légalisé le cannabis, médical et non médical, démontrent que les systèmes de production-distribution qui sont fondés sur une logique à but lucratif sont plutôt difficilement conciliables avec l'atteinte d'objectifs de santé et de sécurité publique. Les analyses démontrent d'ailleurs, que la hausse de la consommation de cannabis est associée à sa commercialisation et non pas au changement de statut légal. Il y a des démonstrations assez claires dans plein d'autres juridictions, ça a été rappelé tout à l'heure. Cette promotion commerciale, en fait, la promotion commerciale, c'est la logique intrinsèque de cette idée. Elle souhaite une augmentation du volume de consommation par une hausse du nombre d'usagers. À l'opposé, une approche à but non lucratif s'accorde beaucoup mieux avec la prévention et c'est l'objectif du projet. Alors, la création de la Société québécoise du cannabis, qui va agir comme monopole d'achat, c'est le meilleur rempart. C'est un bon endroit pour en parler ici à Québec, contre l'intégration verticale ou horizontale du marché, plusieurs l'ont déjà mentionné, et des pressions, et donc se préserver aussi des pressions commerciales qui y sont associées. La Société représente également un dispositif capable d'assurer le contrôle de la qualité des produits et avec la volonté, bien sûr, d'intégrer les consommateurs actuels au marché légal sans favoriser la consommation de la substance. C'est important, chaque fois qu'on va parler d'âge ou de d'autres incitatifs, on n'est pas là pour dire que c'est une bonne idée de consommer, mais, comme d'autres l'ont dit, de réduire les méfaits qui existent déjà. Les faits sont là pour le prouver. Donc, cette volonté gouvernementale d'être guidée par une mission de santé publique, plutôt que des objectifs visant à générer des revenus d'État. Alors, il y a plusieurs autres dispositions dans le projet de loi au-delà de la société qui vont dans le même sens. L'obligation du ministre de déposer des rapports, le comité de vigilance, le fonds de prévention et de recherche, ce sont toutes des bonnes idées pour éviter cette logique commerciale. Mais voilà, ça répond aux préoccupations que l'Institut a eu l'occasion précédemment de faire valoir, de même que plusieurs experts. Et donc, c'est une approche prudente qui se veut évolutive qu'on encourage. Maintenant, j'ai évoqué dans le deuxième aspect qu'il y avait quelques glissements possibles, potentiels, qui pourraient fragiliser cette logique qu'on vient de louanger. On appelle ça des glissements, que ce soit dans les articles actuels ou dans des règlements à venir, qui pourraient ouvrir la notion de commercialisation et au développement du marché. On va en revoir rapidement 6. Premièrement,
Le versement de dividendes provenant de la vente de cannabis au Fonds général du gouvernement ne met pas la société à l'abri, la SQC à l'abri d'un virage commercial. Il faudrait s'assurer de rencontrer adéquatement les besoins de financement en prévention, en réduction de méfaits, en réadaptation, en recherche, avant de permettre que ces surplus servent à financer d'autres activités de l'État. En ce sens, les versements devraient être mieux encadrés par des mécanismes de reddition publique. Ils pourraient, par exemple, faire l'objet d'un préavis à l'Assemblée nationale et d'être documentés par le ministre de la Santé et des Services sociaux dans son rapport quinquennal sur l'application de la loi. Un deuxième aspect, toujours pour éviter le virage commercial, et pour s'assurer de la pérennité de la mission de la prévention de la SQC, c'est que la majorité des membres du conseil d'administration devraient, de façon permanente et non transitoire, provenir des secteurs de santé publique, de toxicomanie, d'intervention auprès des jeunes. L'article actuel, 23.6, pourrait prévoir aussi une mesure réglementaire qui vise à identifier d'office des organismes détenteurs de cette expertise reconnue. Troisième lieu de préoccupation, la mise en place des projets pilotes devrait être limitée à des organisations à but non lucratif, soumises aux mêmes obligations que celles encadrant les pratiques de la vente de la société. L'article 55, tel que libellé actuellement, ouvre la porte à la vente de cannabis par des entreprises privées à but lucratif. Or, ces entreprises encouragent la consommation pour augmenter leurs profits. C'est leur logique, on l'a mentionné précédemment. Donc, en limitant le nombre de ces projets, de grandes bannières de vente au détail pourraient être autorisées par décret gouvernemental à vendre du cannabis. Cela n'est pas souhaitable non plus. Quatrième point, selon le projet de loi, des produits de cannabis comestibles pourraient éventuellement être vendus par la société québécoise. Monsieur le Président, jusqu'à présent, pas beaucoup de gens ont évoqué cet enjeu, mais la vente autorisée de comestibles pourrait, comme il a été observé ailleurs, entraîner une déclinaison d'une gamme presque illimitée de produits de cannabis. Ça nous inquiète, car la diversification des produits constitue une stratégie de développement de marché qui, dans le cas du tabac, que je connais très bien, est largement documentée pour sa capacité à attirer de nouveaux consommateurs. Si les produits de cannabis comestibles peuvent être vus comme une alternative souhaitable à sa forme fumée, le risque demeure élevé qu'ils deviennent attrayants auprès des jeunes et d'un public de non-usagers qui n'aiment pas la fumée comme telle. Par ailleurs, les comestibles ont des effets retardés dans le temps, prolongés dans la durée et moins facilement prévisibles, nous posent donc des enjeux, pas juste à nous, mais à tout le monde, des enjeux de sécurité routière, de sécurité en milieu de travail et d'intoxication aiguë chez les adultes et les enfants. Alors, ces fameux comestibles ne devraient être autorisés qu'avec une grande prudence. Notre cinquième point, les dispositions en matière de promotion, publicité, emballage gagneraient à être renforcées par rapport au projet actuel pour ne pas promouvoir la vente des produits de cannabis. Il y a une différence ici entre information et promotion. Alors, d'abord, la publicité devait être tout simplement interdite complètement et pas seulement celle destinée aux mineurs. Ça inclut la publicité dans les journaux et magazines, quel que soit le lectorat visé, la radio, télévision, mais aussi sur le web. Ma première intervention publique, il y a 30 ans, c'était une lettre d'opinion au devoir, parlait de la démonstration entre le lien entre la publicité et l'impact du tabagisme. On ne veut pas reculer là où on était, alors que le tabac est consommé depuis 500 ans, depuis que les Européens sont arrivés en Amérique du Nord. On a l'occasion de mieux commencer tout l'encadrement, notamment en matière de publicité. L'emballage, d'autres l'ont dit avant nous, c'est aussi un outil promotionnel. On travaille fort dans le domaine du tabac pour en faire un produit neutre. Il faudrait que ça soit la même chose. Et bien sûr, avec des informations sur la santé, la sécurité et les teneurs sur la concentration de THC et de CBD. Peu en ont parlé, mais notre mémoire développe plus cet élément. Notre dernier point sur les glissements possibles, c'est que le projet de loi ne devrait pas permettre la vente de cannabis directement à une autre personne que par la SQC. Tout ça, c'est pour éliminer le développement de marché pour les producteurs industriels de cannabis. On veut terminer sur quelques sujets au-delà de ces possibles glissements. L'industrie du cannabis médical, certains autres l'ont évoqué, mais on est préoccupé que les restrictions dans le projet de loi 57 ne s'appliquent pas au domaine du cannabis médical. On a besoin d'une harmonisation. Il a été bien décrit qu'il y a plusieurs pratiques de mise en marché employées par cette industrie qui visent à augmenter l'attrait aux produits et inciter à la consommation. Alors, à la limite, le cannabis médical pourrait venir concurrencer la SQC et déstabiliser le nouveau cadre réglementaire québécois.
Il faut donc que ces deux systèmes, médical, non médical, soient bien articulés pour être soumis aux mêmes exigences. On suggère même qu'un scénario de vente de cannabis médical en pharmacie mérite d'être examiné. Je termine avec en rafale quelques éléments. La sanction des mineurs pour la possession du cannabis, ce n'est pas une bonne idée. Dans le domaine du tabac, moi qui suis ici depuis des années en commission parlementaire, j'ai entendu maintes fois l'industrie du tabac dire qu'il fallait le faire. Ce sont les gens et les adultes dans le processus de distribution jusqu'au consommateur qui ont des amendes, mais c'est comme ça qu'il faut continuer à le faire. Les municipalités, pour la restriction, on n'a pas le temps d'en parler, mais c'est essentiellement le tabac plus que nous privilégions. Sinon, les consommateurs se retrouvent dans une impasse. Quelques articles devraient être clarifiés. On pense que seuls les produits de cannabis séchés de vapotage ayant une teneur maximale en cannabinoïdes devraient être autorisés et non pas tous ceux qu'on a dans le projet de loi actuel. Le système de contrôle de qualité des produits devrait être renforcé et un système de traçabilité mis en place. Concernant la sécurité routière, je termine là-dessus. Les dispositions devraient être bonifiées pour s'assurer que la présence de facultés affaiblies chez un conducteur dépisté par un test salivaire, le jour où les outils seront disponibles, soit confirmée par des tests de sobriété normalisés pour toute une série de raisons. Voilà, résumé rapidement quelques-unes de nos 23 recommandations. Avec plaisir, on répondra à vos questions. Merci beaucoup, Dr. Poirier, pour la présentation de votre exposé. Nous allons débuter effectivement les échanges avec les parlementaires. Madame la ministre, députée de Soulanges, vous disposez de 15 minutes. À vous la parole. Merci, M. le Président. Alors, je vais aller tout de suite sur les glissements, moi, parce que ce qui fait l'affaire, on n'en parlera pas éternellement. Si vous êtes content des premières dispositions, je n'irai pas là-dessus. Je vais vous questionner sur les glissements éventuels. Et j'ai entendu ceux qui vous ont précédé, les directeurs de santé publique régionaux, et j'ai entendu leur préoccupation qui est la même, je pense, que vous avez au niveau de la publicité. Ça semble être les mêmes préoccupations que vous avez que ceux qui vous ont précédé. Est-ce que je comprends bien? Oui. Alors, je l'ai entendu. Je veux que vous le sachiez parce que ce qu'on souhaite, c'est informer les gens, pas faire de la publicité. On ne peut pas faire par la porte en arrière ce qu'on ne veut pas faire par la porte en avant. Je suis en train de déformer l'adage, mais ça me fait du bien quand même. En ce qui concerne les membres du conseil d'administration, à l'article 23.6, qu'est-ce que vous voudriez voir préciser? Il est dit dans le projet de loi, si on l'a bien compris, que c'est de façon temporaire, voilà la composition que nous attendons d'un conseil d'administration. Il n'y est pas dit exactement quelle sorte de conseil d'administration permanent nous aurions par la suite. Actuellement, il y a 12 membres au conseil d'administration de la Société des alcools du Québec. J'ai revisé leur CV et sont tous du monde du marketing, du commerce, de la mise en marché, de l'entrepreneuriat. Alors, évidemment, c'est peut-être parfait, on pourrait en rediscuter pour la Société des alcools, mais c'est pas ce genre de profil-là, de façon permanente, qu'on voudrait voir dans le conseil d'administration d'une filiale. Donc, à moins que nous ayons mal lu, il y a cette nuance qui voudrait être précisée. Maude, veux compléter? Oui, en fait, la disposition transitoire à l'article 8 qui prévoit quand même des représentations d'une compétence collective, que ce soit en santé publique, en intervention en toxicomanie ou en intervention auprès des jeunes, c'est souhaitable, mais c'est tellement souhaitable, en fait, qu'on ne voudrait pas que ça soit uniquement transitoire, mais que ça soit transposé de façon permanente à la composition du conseil d'administration et pour la majorité des membres votants. Donc, pour s'assurer de la pérennité du mandat de protection de la santé qui est confié à la SQC, bien, c'est qu'on s'assure que la majorité des membres, de façon permanente, représentent ce type d'expertise-là, d'une part, et d'autre part, on croit que ce serait pertinent d'ajouter une expertise dans ces profils recherchés-là, une expertise de gestion à but non lucratif. Au Québec, on a quand même beaucoup d'entreprises à but non lucratif. C'est une expertise et ça serait intéressant, justement, dans cet esprit de maintenir la pérennité de la définition de la mission de la SQC, que ça soit représenté également. Je vous entends sur les dispositions transitoires, mais à 23.6, ils disent, malgré l'article 23.6, on va examiner ça. Je vous entends sur l'expertise en santé publique et là, je vois, c'est mentionné, la Société nomme les membres du Conseil autres que le président
de celui-ci, le président directeur général, en tenant compte des profils de compétences et d'expérience établis par le Conseil. Alors, vous voudriez qu'à l'article 23.6, on stipule quels sont les profils de compétences et non pas laisser ça au Conseil d'administration. C'est ça que vous me dites? Bon. Oui, d'autant plus qu'en fait, l'enjeu, c'est que les premiers membres du conseil d'administration vont être nommés par la SAQ. Donc, et on veut que ça soit collectivement une représentation des expertises. J'ai certains de mes collègues qui, à eux seuls, pourraient représenter une expertise en intervention auprès des jeunes, intervention auprès de la toxicomanie et en santé publique. Donc, est-ce qu'à lui seul, il pourrait représenter cette expérience collective? En fait, c'est ça, on veut que ça soit spécifié et précisé. Note. Merci de votre commentaire. Maintenant, sur le versement des dividendes en prévention, réduction des méfaits, puis vous m'avez nommé un autre item. Vous savez qu'on a mis un montant de base parce qu'au début, on devra établir, puis j'ai pas eu la chance de le dire au groupe qui vous a précédé, parce qu'il parlait de 50 boutiques de la Société québécoise du cannabis. On va faire notre possible pour en développer, pour servir la population. Je rappelle que c'est pas parce qu'on veut faire de l'augmentation des ventes, là. J'ai vu vos statistiques du Colorado, c'est assez hallucinant de voir combien ça a augmenté, les profils de consommation. C'est pas ce qu'on souhaite faire au Québec, là. Ce qu'on veut, c'est ramener les gens du marché illicite vers un marché licite, that's it. Et je reviens donc au versement des dividendes en prévention et réduction des méfaits. Et je pense que c'est le traitement de la dépendance que vous avez mentionné. Je vous entends. Et je vous dis qu'on a déjà consacré 25 millions de base pendant 5 ans, chaque année pendant 5 ans. Et s'il y avait des profits, on avait indiqué que la moitié pouvait servir justement à la prévention et l'autre moitié pourrait servir à d'autres, mais pas pour le fonds consolidé, c'était plus dans l'esprit parce que moi, dans mon esprit à moi, former des policiers, s'assurer qu'on est en réduction des méfaits à tous les niveaux, que ce soit tant au municipal le municipal aussi va avoir de la prévention, de la formation de nos intervenants dans tout le réseau. Tant qu'à moi, c'est de la prévention, là. Alors, est-ce que vous seriez à l'aise si la prévention serait interprétée dans un sens plus large? Parce que quand je vous parle de former des policiers, bien, c'est de la prévention, mais dans un sens plus large. Quand je vous parle aux instances municipales de voir à ce qu'il y a une application uniforme et qu'ils sont dans la prévention aussi, vous êtes à l'aise avec ça? Tout à fait. Là, pour nous, la définition de la prévention n'est surtout pas que dans les mains du réseau de la santé. Dans tous les déterminants de la santé qui nous préoccupent, la société elle-même, les municipalités, les écoles, de la prévention, agir là avant, en amont. C'est pas quand les gens sont rendus en réadaptation, même si les services sont très utiles. Donc, on se préoccupe beaucoup des services aux gens dans le réseau de la santé et services sociaux. Mais la perspective de santé publique nous amène à travailler avec de multiples intervenants sur le terrain à tous les niveaux. C'est l'intersectorialité, comme c'est bien décrit dans votre politique gouvernementale de prévention en santé, madame. Merci beaucoup de le rappeler à tous mes collègues. Et nous aurons un plan d'action qui va suivre bientôt. Je vous ai entendu parler de sanctions aux mineurs pour possession. C'est pas une bonne idée, vous nous dites. J'aimerais ça vous entendre davantage, que vous nous explicitiez pourquoi. La sanction, c'est pas tant... ce qui était recherché, c'était pas tant rien que sur le plan monétaire, mais plutôt de les diriger vers des ressources, des travaux communautaires, mais des ressources aussi qui pourraient les aider. Qu'en pensez-vous? En fait, si on avait une preuve d'efficacité, que c'était absolument par la sanction aux mineurs qu'on réduirait l'initiation précoce et la consommation et la hausse de la consommation chez les jeunes, on pourrait toujours en discuter. Mais c'est pas démontré. 2, c'est qu'on vise à protéger les jeunes dans le projet de loi. En quoi le fait de les menacer par une sanction, s'ils ont quelques quantités sur eux, et de nature à les protéger, on ne voit pas non plus. Alors, et ça peut donner l'impression qu'on les culpabilise d'en avoir alors que quelqu'un leur en a fourni. Et là, ça revient au discours et aux pratiques courantes en tabac et en alcool, aux pratiques reconnues, où on dit on va toujours bien sanctionner les gens qui approvisionnent les jeunes plutôt que de virer le fardeau du côté des jeunes. Tu veux rajouter, François?
Oui. Si je peux ajouter à ça, c'était en complément d'information, les études sur les régimes de contravention pour le cannabis, donc en ajout à ce que Réal a dit, les études autour de ça montrent que la sanction pour possession, les sanctions monétaires pour possession, font pas changer les patrons de consommation, d'une part. D'autre part, ça montre que ça expose des populations déjà fragilisées à des conséquences sociales et de santé assez importantes. Les évaluations qui ont été faites en Australie, par exemple, ont montré que les populations autochtones étaient de manière disproportionnée représentées dans ces sanctions-là. Aux États-Unis, on a vu que l'infraction de possession est beaucoup plus appliquée, puis là, je prends les termes qui sont employés dans les rapports américains, pour les Noirs, 3 fois plus que pour les populations blanches. Donc, en termes généraux, à l'INSPQ, on ne privilégie pas les approches de sanctions punitives pour la possession de substances. Vous privilégiez donc l'approche prévention, éducation, sensibilisation, information. Oui. Okay. Concernant les lieux de consommation, parce que vous savez, c'est un sujet qui est beaucoup discuté. Vous avez parlé de Tabac Plus, ça vous satisfait un peu comme ceux qui vous ont précédé. Et vous nous mentionnez, ne laissez pas les municipalités, à moins que j'aie mal lu, là, que les municipalités n'aient pas de droit de resserrer davantage. Pouvez-vous m'expliquer pourquoi? Parce que je me disais que si on laisse Tabac Plus, puis peut-être que dans certaines municipalités, il y a des lieux où ils se disent, bien, c'est pas stipulé dans Tabac Plus, mais nous autres, on pense que là, ça n'a pas de bon sens. Pourquoi on ne pourrait pas les laisser... Ce qui nous préoccupe, c'est évidemment la santé des gens. Et si des mesures restrictives font en sorte que le seul endroit où on puisse consommer du tabac fumé, c'est dans notre logement, notre domicile, et qu'en plus, on a des situations de plus en plus nombreuses, on nous a rapporté encore aujourd'hui, on a entendu à distance les corporations des propriétaires d'établissements de résidentiels, que finalement, on va interdire de ce côté-là. On crée une impasse. C'est le mot qu'on a utilisé, et les directeurs sans public ont utilisé à peu près la même approche. On crée une impasse. Si dès lors où on voit déjà que les fumeurs de cigarettes se préoccupent de la fumée secondaire dans leur logement et de la nuisance aux voisins, et qu'ils sortent à l'extérieur, sur le trottoir, dans l'environnement proche, pour fumer leurs cigarettes, et que cette alternative-là n'existe même pas pour les fumeurs de cannabis, qu'arrive-t-il? C'est le fameux point d'interrogation qui arrive à chaque fois que cette question est posée. Fait que nous, on dit, si on arrive avec une approche aussi restrictive que celle dont on a entendu parler la semaine dernière d'une municipalité du Québec, où tous ceux qui ont entendu une nouvelle ont dit que ça veut dire que c'est impossible de fumer légalement nulle part, et même pas chez soi, c'est dans le contexte des baux et du respect qu'on veut pour nos proches et pour les voisins, il faut sortir de cette impasse. À savoir, est-ce que c'est nécessairement strictement l'approche tabac? On pense que c'est la balise la plus cohérente. La fumée de tabac, la fumée de cannabis, faisons-en une analogie qui tient debout, une analogie où la santé des personnes exposées, c'est la préoccupation à ce moment-là, et aussi au regard de la présence des enfants dans les parcs. Donc, c'est la bonne chose à faire. Est-ce qu'on peut ajouter des restrictions sur une base municipale dans certaines circonstances? Nous, on a dit dans le mémoire, effectivement, il y a des circonstances où il y a des festivités particulières où les enfants sont très présents. Oui, on peut restreindre davantage. Est-ce qu'on devrait aller jusqu'à des restrictions dans des lieux collectifs majoritairement adultes parce qu'une concentration de personnes, même à l'extérieur, où on ne voit pas d'inconvénients pour la santé, pourrait être incommodante? Peut-être. Mais sans qu'on aille jusqu'à décrire, nous, comme institut, des endroits où oui, peut-être, etc., on dit c'est l'approche tabac plus qui doit prévaloir et surtout éviter les décisions extrêmes d'impasse qui, de toute façon, sont basées davantage sur « je refuse de voir que ça existe, ce produit-là, il va exister de manière légale ». Et là, c'est un jugement moral, c'est pas un jugement de santé, c'est un jugement d'objection à la notion même d'un produit qu'on veut rendre légal et qui devra faire partie, quelque part, d'un environnement. Et oui, les citoyens vont devoir voir la présence de ce produit-là dans des environnements certes contrôlés, mais il faut accepter cette situation-là, éviter l'impasse, qu'on soit raisonnable et qu'on évite des positions draconiennes contraires à la possibilité de consommer quelque part. Juste le laisser poser une question, si vous me permettez. Merci, M. le Président.
Ce matin ou après-midi, on a rencontré un groupe qui nous parlait de 2 régimes de vente, c'est-à-dire pour les gens de 18 ans et plus et les gens de 18 ans et moins. On parlait ici de 18 ans et plus, 15 de THB, puis de 18 ans et moins, 8 de CHB. J'aimerais vous entendre à ce niveau-là. Vous êtes des spécialistes dans le domaine, donc j'aimerais vous entendre à ce niveau-là. J'ai entendu des psychiatres ce matin. Nous étions à distance, on était intéressés. On n'avait pas entendu ce propos-là jusqu'à aujourd'hui. On ne s'est pas fait une tête là-dessus, à vrai dire. Quand on travaille depuis 20 ans et plus sur l'alcool, on sait que les concentrations en alcool sont quelque chose d'important. On sait, par exemple, par rapport à la fameuse question des produits fortement alcoolisés chez les jeunes, 11,9 d'alcool dans les bouteilles de Fort Locaux dans un contenant à usage unique, en principe pour une personne. C'est 4 consommations standards et plus. C'est l'intoxication garantie pour un mineur qui prend ça. Donc, Madame la ministre vous informe qu'on va avoir un avis là-dessus sous peu. Donc, les doses, les quantités d'agents psychoactifs, c'est important à considérer. En général, on le fait en utilisant des facteurs dissuasifs comme les prix, c'est-à-dire qu'on ne mettra pas des produits à 4 au même prix que les produits à 15 À savoir, est-ce que certains acheteurs légaux à 18 ans pourraient se voir permis des quantités, des concentrations moindres que les plus de 21 ans? C'est une question sur laquelle on n'a pas réfléchi. Est-ce que ça aurait des impacts? Peut-être. Il faudrait étudier cette question-là. Mais j'ai entendu ça pour la première fois aujourd'hui. Et pour être franc, nous n'y avions pas pensé. Mais c'est certainement pour un comité de vigilance ou dans la suite des choses, dans un système évolutif, des réflexions qu'on pourrait avoir. Alors, c'est de façon très, très spontanée ce que je peux vous dire aujourd'hui, mais encore une fois, sans que nous y ayons pensé au départ. Un complément très rapide? Très rapide. En fait, la question de la limitation du THC est importante. Est-ce que c'est tant par rapport à l'âge que de façon globale? Et les ratios CBD qui doivent être... on devrait s'assurer que minimalement, il y a au moins 1 de CBD qui viendrait justement possiblement neutraliser un peu les effets néfastes du THC qui peuvent venir provoquer des psychoses chez les jeunes notamment. Donc, il y a une réflexion qui est à avoir. Merci, Mme Chapados. C'est tout, Monsieur le député de Dubuc. Le temps est écoulé. J'imagine que oui. Alors, Monsieur le député de Labelle, c'est à votre tour maintenant, votre bloc d'échange de 9 minutes. À vous la parole. Oui, merci, Monsieur le Président. Merci à vous d'être présent parmi nous, même si nous tirons vers la fin. Vos propos sont forts, éclairants, toujours très pertinents. Je vous en remercie. Plusieurs bonnes propositions. La proposition 4, effectivement, d'identifier clairement des gens qui ont des compétences au niveau du conseil d'administration. Nous en avons fait la demande dès le mois de septembre dernier. Je pense qu'il faut aller dans ce sens-là. Alors, on appuie totalement votre proposition. Par contre, certaines organisations avaient dit également lors des consultations qu'on souhaitait que cette société québécoise relève plutôt il y en a qui disaient du ministre de la Santé. Moi, je disais plutôt de la ministre de la Santé publique, parce que ça va encore beaucoup plus loin en termes non seulement de symbolique, mais rendre des comptes à la ministre de la Santé publique, c'est pas la même chose que rendre des comptes. Je dis souvent, c'est plutôt le ministre des Malades que le ministre de la Santé, plutôt que de rendre des comptes au ministre des Finances. Ne croyez-vous pas que cette société devrait relever plutôt de la ministre de la Santé publique? Bonne question. On pense que la loi est plus forte que le ministre. Ici, la loi est claire sur les compétences, le mandat et le rôle de l'encadrement du cannabis. C'est surtout sur cet aspect-là, en fait, qu'on a positionné notre mémoire, nos commentaires. Maintenant, la coordination à l'intérieur du Conseil des ministres et des responsabilités, je pense que l'Institut n'a pas la capacité de préciser qui devrait s'assurer de l'encadrement de la loi une fois adoptée par l'Assemblée nationale. On convient tous que le ministre des Finances est celui qui commande un rendement à la SAQ et l'expérience nous a montré jusqu'où ça nous a mené aujourd'hui. Alors,
tandis que la mission, la responsabilité de la ministre de la Santé publique est fort différente. Donc, on ne veut surtout pas, pour reprendre votre expression, qu'il y ait un glissement. Alors, c'est la raison pour laquelle nous souhaiterions que ça relève plutôt de la ministre de la Santé publique. Toujours dans cette crainte de glissement, j'aime bien votre expression, votre recommandation numéro 11 dit que les projets pilotes soient limités à des organisations à but non lucratif. Moi, j'aurais préféré que vous disiez clairement, pour éviter toute forme de glissement, on suggère qu'il n'y ait pas de projet pilote, peut-être comme certains nous ont dit, pas avant 3 ans ou pas avant qu'il y en ait une 50aine de points de service. Parce qu'un organisme à but non lucratif, une coopérative, est considérée comme un OBNL. Mais une coopérative, moi j'en ai chez nous là, plusieurs, ils ont aussi une notion de rendement, même si c'est un OBNL. Est-ce que pour rester dans cette logique de prévenir à toute forme de glissement, est-ce que, je ne sais pas si vous êtes consulté ou si vous avez parlé avec les gens qui vous ont précédé, ne serait-il pas mieux de dire suspendons cet article 55 et peut-être que dans 3 ans, dans 5 ans, on pourra y aller avec des OBNL sous quelque forme que ce soit? Je crois qu'on a dit dans notre mémoire qu'il fallait le reporter, d'une part, donc ça répond en partie à votre question. D'autre part, on a aussi suggéré que ça soit restreint effectivement à des organismes à but non lucratif. On aurait peut-être dû dire des organismes à but non lucratif qui ont une mission de prévention et de réduction des méfaits. Ça aurait peut-être été plus clair. Puis dans ce sens-là, nous, on pense que c'est important. On a toujours dit que ce système-là allait évoluer, comme tous les autres systèmes d'ailleurs, puis qu'il fallait maintenir un certain niveau de recherche, d'évaluation pour pouvoir se rajuster quand le temps sera venu de se rajuster parce qu'on constatera qu'il y a des problèmes avec le système actuel. Donc, dans ce sens-là, on voyait déjà des possibilités d'organismes à but non lucratif, par exemple, dans une région où il n'y aurait pas assez de personnes pour soutenir une succursale de la SAQ, ou de la SQC plutôt, dans une région comme ça, où on pourrait vouloir aussi offrir une offre de prévention et de réduction des méfaits qui serait socialement, culturellement mieux adaptée au milieu que pour ce que pourrait faire une approche standardisée de la SQC. Pourquoi est-ce que la SQC ne pourrait pas vendre des produits à cet organisme à but non lucratif-là, qui est dans une mission de réduction des méfaits puis de prévention, puis être très près de la population, connaître bien sa population, puis adapter des messages. Donc, c'est un premier cas de figure auquel on pensait. Un autre, par exemple, ça aurait pu être une salle de vapotage, carrément, un salon de vapotage de type lounge. Nous, on a parlé de la combustion à l'intérieur comme quelque chose qu'on ne voulait pas, on ne souhaite pas, mais on pense que si on a des problèmes de cohabitation dans l'espace public, on pourrait imaginer des solutions pour réduire un peu la pression. On pourrait vouloir évaluer ce que ça donne qu'une salle consacrée au vapotage où des adultes consentants iraient, toujours dans une optique de but non lucratif de prévention de réduction des méfaits. Là. Ce serait un organisme qui aurait cette mission-là aussi, mais qui pourrait accueillir les gens, leur offrir des conseils de consommation plus sécuritaires, de la prévention, puis finalement qu'on pourrait vapoter dans ces lieux-là. C'est quelque chose qu'on pourrait vouloir explorer dans les projets pilotes. C'est 2 exemples. Je pense qu'on pourra en fournir puis en imaginer beaucoup d'autres. Là, les pharmaciens ont parlé de projets pilotes de recherche un peu plus tôt ce matin, si je me rappelle bien. Donc, il y en a d'autres qu'on pourrait imaginer, mais donc, vous voyez un peu l'esprit. Oui. Dans ce sens-là, on dit, nous, il faut fermer quand même la porte à toute organisation à but lucratif. Parfait. Votre recommandation 13, que l'approvisionnement se fasse obligatoirement auprès de la SQC, est-ce que c'est la même chose pour la vente en ligne? Excusez-moi, je n'ai pas compris la question. Est-ce que c'est la même chose pour la vente en ligne? Parce que la recommandation 13 dit que l'approvisionnement se fasse obligatoirement auprès de la SQC. Oui, tout à fait. Si ça concerne la vente en ligne également, oui, tout à fait. Okay. En fait, le dispositif de la SQC pour la vente en ligne, pour nous, on voit que c'est un incontournable. C'est justement une possibilité probablement de pallier au nombre limité, à tout le moins au départ, ou aussi à offrir un accès informé à du cannabis dans des régions plus éloignées qui ne seraient pas desservies par un point de détail. Donc, puis il y a très certainement, nos collègues de santé publique en ont parlé,
il y a une façon de réfléchir justement cette vente en ligne, que ça soit par la production d'un dossier client et de la réfléchir en termes toujours de réduction et de réduction des méfaits et de prévention. Pour nous, la vente en ligne devrait se faire de la même façon qu'elle sera faite dans les points de détail. C'est certain qu'il y a un défi qui réside dans le fait que ça soit un site transactionnel convivial, qui soit pas trop rébarbatif, mais en même temps qui soit quand même un lieu où l'usager serait amené à se poser des questions sur son profil de consommation, en fait. Il pourrait avoir un programme d'autolimitation volontaire qui n'empêcherait pas nécessairement que la transaction s'effectue, mais que s'il y a dépassement, très certainement, il pourrait être en avisé dans le cadre de ces transactions en ligne. Et justement, toutes les questions de conseils, d'intervention pourraient être faites en fonction du profil de l'usager. Il pourrait y avoir des petites cases où, par exemple, à tout coup, au moment de la transaction, il y aurait les montants, les dépenses, les quantités de cannabis que l'usager a utilisées dans le dernier mois, dans la dernière année. C'est toutes des informations qui conscientisent l'usager. Et comme ça se fait actuellement en matière de cannabis médical ou en matière de cannabis illicite en ligne, très certainement, il faudrait toujours qu'il y ait une petite boîte de chat où un intervenant soit disponible 24 heures sur 24, 7 jours sur 7 ou par téléphone. Alors, c'est toutes des façons, il y a des façons de le penser pour que ça soit sécuritaire. Oui. Parlant de sécurité, est-ce que la personne qui achète en ligne devrait recevoir le colis directement dans sa boîte aux lettres ou devrait se déplacer pour aller cueillir son produit dans une société ou à la pharmacie ou ailleurs? Dans la mesure où c'est pensé pour peut-être pallier à l'absence de points de détail de la SQC, il y a des façons de demander, d'exiger des contrôles par la poste. Monsieur le député de Labelle, votre temps est malheureusement écoulé. Nous allons maintenant du côté du deuxième groupe d'opposition. Monsieur le député de Bordua, vous avez un bloc de 6 minutes. À vous la parole. Merci, Monsieur le Président. Merci d'être là, de contribuer aux travaux de la Commission. D'entrée de jeu, j'aimerais qu'on revienne sur votre proposition relativement aux jeunes. Le fait de supprimer l'infraction pénale à hauteur de 100 $ et de dire, bien, dans le fond, vous n'avez plus le droit de posséder... mais en fait, on supprime la référence à 5 grammes de cannabis. Sur l'aspect punitif, l'aspect de créer une infraction pénale de 100 $, je comprends. Si on supprime l'interdiction de dire vous n'avez pas le droit d'avoir 5 grammes, vous ne trouvez pas que c'est un peu un message contradictoire de dire, parce que sur la question de la sanction, je suis d'accord avec vous, de dire on n'a pas nécessairement imposé une amende pour la possession, mais sur le message qu'on envoie aux jeunes, de dire bien, tu n'as pas le droit d'avoir une quantité de stupéfiants sur toi. Vous ne trouvez pas En général, que ce soit pour le tabac ou le cannabis, c'est jamais une bonne idée de consommer. Si on voulait revoir l'âge pour le tabac, on pourrait dire 99 ans, sur le plan de la santé. Maintenant, il y a beaucoup d'autres considérations qui nous amènent à regarder dans l'encadrement général, la logique générale d'un projet de loi, qui est responsable, qui peut être responsabilisé, qui s'est engagé par contrat ou pour une autre forme de faire la production, la distribution, etc. Ce sont des adultes. J'ai vécu ici plusieurs commissions parlementaires sur le tabac. L'industrie réclame toujours ça, de culpabiliser autres qu'eux-mêmes quand on parle de la filière de l'industrie. On ne veut pas voir ça, alors que justement, on veut sortir de la criminalité et du problème de la simple possession. Toute la population, de conserver cette interdiction seulement pour les jeunes, ça nous apparaît contradictoire. Et il ne faut surtout pas faire la promotion du produit. Alors ça, il faudrait faut toujours constamment le rappeler. C'est pas parce qu'on enlève des méfaits sociaux qu'on veut, par ailleurs, en faire la promotion. Tout le monde s'entend là-dessus, c'est bien clair. Fait que ça, il faut le rappeler constamment. Maintenant, plus spécifiquement sur l'âge légal. François. Je peux répéter les mêmes propositions que j'ai données tantôt, ou les mêmes arguments que j'ai donnés tantôt, donc, il faut quand même rappeler que les interdictions de possession n'ont pas vraiment d'utilité sur les patrons généraux de consommation. Donc, la littérature évaluative sur cette question-là est assez claire. Par ailleurs, les interdictions de possession, en général, montrent qu'on a des ciblages de certaines populations particulièrement marginalisées et défavorisées. La sanction pénale à leur endroit n'est pas vraiment productive. Donc, c'est que vous dites on devrait enlever
l'interdiction de posséder du cannabis de 5 grammes, puis vous dites aussi on devrait enlever la sanction pénale. Il y a certains groupes qui sont venus aujourd'hui plus tôt, puis ont dit, bien écoutez, on ne devrait pas les pénaliser, mais on devrait quand même maintenir cette interdiction-là. On devrait les orienter vers des ressources alternatives, non judiciarisées, leur dire, bien écoutez, tu as été pris avec 5 grammes de cannabis, on ne souhaite pas que tu consommes, puis voici les conséquences à consommer, puis voici le programme de formation, de prévention associé à ça. Mais vous dites dans votre mémoire, on enlève les deux. On enlève l'interdiction de posséder 5 grammes. OK. Je comprends que ce à quoi vous faites référence, c'est quelque chose qui a été un peu testé au Portugal. Donc, au Portugal, on a enlevé la criminalisation de la possession, puis on a mis en place ce qu'on a appelé des commissions de dissuasion de toxicomanie. Donc, les personnes, quand elles sont prises en possession de substances illicites, quelles qu'elles soient, sont référées à ces instances-là. Il y a une instance, cette instance-là évalue le profil de consommation, évalue la situation sociale, puis la consommation des gens en général. Puis s'il y a lieu, font des démarches, incitent les gens à entrer dans des démarches de désintoxication ou de dépendance. Donc, il y a un corridor de services qui est établi à partir de ça. Est-ce qu'on a les ressources au Québec pour faire ça? Tout à fait, je pense. On pourrait développer ce genre de mécanisme-là. Ceci dit, est-ce que c'est ça qu'on vous recommande? Dans le cadre du projet de loi, nous, on se penche sur une interdiction puis une sanction punitive. On vous dit qu'on devrait l'enlever. Pour les deux, d'accord. Pour ce qui est du corridor de service, justement, vous souhaitez qu'on se dirige dans cette direction-là? Parce que ce matin, on a eu un exemple d'un cas où on nous disait, dans le fond, pour être référé pour la personne qui se retrouve en possession, on devrait l'orienter vers un professionnel de la santé sans nécessairement être obligé d'aller voir un médecin. Est-ce que vous êtes favorable à ça, qu'on développe des outils en corridor de service? Certainement. C'est certainement utile, mais il y a une chose qui me frappe à chaque fois qu'on parle de la réalité de la légalisation et tout ça, ce qui s'en vient, c'est que ça présume toujours qu'on va être dans des excès de consommation, qu'il y aura de plus en plus de consommateurs et qu'il faut intensifier les efforts de prise en charge et tout ça. Certes, il y a des besoins de référence, de mécanismes. Déjà maintenant, il y en avait des besoins les années passées. 40 42 dit-on, des 18-24 ans ont consommé dans la dernière année. Il y a certainement eu des épisodes d'intoxication plus graves pour lesquels des corridors de service étaient requis. Ayons dans l'esprit que les mesures de prévention et la loi elle-même, qui est le principal mécanisme de prévention, c'est la qualité de la loi qui sera votée, et que les mesures de prévention complémentaires de type éducation, etc., feront le travail qu'on souhaite, transférer les gens de l'illicite vers le licite et éviter des accroissements de consommateurs. À ce moment-là, renforçons ce qu'on fait déjà parce qu'on sait déjà qu'il y a une consommation, mais ne laissons pas entendre, comme trop souvent on le fait, qu'avec une bonne loi, malgré une bonne loi, on aura des hausses faramineuses de consommation. Il faut éviter ça, puis il faut que nos mesures soient suffisamment fortes pour qu'on puisse se féliciter d'avoir pu déplacer les consommateurs actuels sans recruter de nouveaux consommateurs. C'est la raison, quand on parle de prudence pour les produits comestibles, ça arrive dans un contexte où les gens ne consomment pas actuellement ce genre de produits-là et on pourrait voir des gens qui jamais ne fumeraient vont voir là une occasion de devenir consommateurs. C'est ce qui nous préoccupe, le transfert comme souhaité dans la loi, l'évitement de nouveaux consommateurs et des mesures de prévention appropriées à cet effet-là. Madame Chapados, M. Gagnon, Dr Morin et Dr Poirier, représentant l'Institut national de santé publique du Québec, merci de votre présence cet après-midi et de votre contribution aux travaux de la Commission. Je suspends quelques instants et j'invite l'Association québécoise pour la promotion de la santé des personnes utilisatrices de drogue de prendre place. Merci.